entendez ça va? Ça marche? Donc Sylvie Monnier, je suis directrice de la Mission S. C'est une structure associative qui a été créée en Auvergne il y a 25 ans et qui, depuis la fusion des régions, s'ouvre également donc, sur Rhône-Alpes. On monte une antenne dans le Nord-Drôme à partir de janvier. Cette structure associative avait été créée en 1996 avec comme objectif en fait, de travailler sur le bocage à l'initiative de territoires où vous aviez un certain nombre d'acteurs qui s'étaient dit, justement pour contrer les remembrements, parce qu'ils avaient observé des impacts sur le bétail, sur la disparition d'espèces aussi d'oiseaux, d'essayer de contrer ça. Et donc vous avez partout en France des gens qui se sont mis en place pour essayer de travailler sur cette question des haies. Et dès les années 1981, des haies ont été replantées. Mais c'est toujours sporadique sur le territoire. Donc il s'est passé il y a des territoires qui ont démarré sur le sujet et d'autres qui n'ont pas démarré. En l'occurrence, en Auvergne, vous aviez donc la Chambre d'agriculture, la Fédération départementale des chasseurs, vous aviez le Centre régional de la propriété forestière, le Parc des volcans d'Auvergne et un conseil départemental qui a dit « ça nous intéresse d'avoir une compétence technique dédiée au bocage qui puisse être au service du monde agricole ». Donc on a été créé dans cet objectif-là. Et nous, notre objectif au quotidien, c'est de discuter avec le monde agricole, à qui pendant des années, c'est ce qu'a expliqué Olivier tout à l'heure, à qui pendant des années on a dit qu'il fallait arracher les arbres pour agrandir les parcelles, c'était de comment remettre l'arbre sur les systèmes de production et essayer de les réintéresser à cette question de l'arbre. Donc le gros de notre sujet, c'est montrer que l'arbre est potentiellement utile, et la deuxième question de notre sujet, c'est répondre à la question qu'ils ont tous, qui est de dire les haies c'est bien, mais c'est une charge d'entretien, donc quelle solution on peut leur apporter aussi par rapport à ça. Donc voilà l'introduction. Tous les territoires de France qui ont démarré sur ce sujet-là sont évidemment dans ces approches un peu agricoles, etc. On a évidemment beaucoup plus d'acteurs de la haie dans les territoires bocagers historiques que sont l'ouest de la France, la Bretagne, la Normandie, les Pays de Loire. Là, il y a du monde pour travailler sur le bocage. Dans un territoire comme la Drôme, où le bocage, il y en avait, mais il y avait surtout des arbres isolés, des vergers, du sylvopastoralisme, c'était moins un sujet de préoccupation. Donc parfois, c'est aussi des territoires, notamment en montagne, où c'est arrivé un peu plus tard. Alors, rapidement, quelques présentations de notre association, vu qu'elle est assez récente sur votre territoire. Donc 25 ans d'existence, rattachée à une structure forestière. Mon conseil d'administration est forestier. C'est les forestiers qui ont décidé que la haie, ça les intéressait. Donc, mon conseil d'administration, qui parle de forêt au quotidien, est très intéressé par l'arbre hors forêt, parce qu'ils disent que c'est un sentinelle pour eux du changement climatique. Il fait plus chaud, il fait plus froid, il y a plus de vent. Et donc nos observations à nous sur la haie les intéressent beaucoup pour gérer ensuite aussi leur forêt. Donc c'est un bel échange qu'on a entre nous. L'objectif, c'est effectivement avoir un savoir-faire technique efficace sur le terrain qui puisse apporter des vraies réponses aux agriculteurs. Et puis évidemment, l'objectif que tous les financeurs nous demandent, c'est de préserver, valoriser, entretenir et replanter des arbres. Mais avant tout, pendant des années, trouver des solutions pour enrayer la disparition et les arrachages. Dimension Auvergne-Rhône-Alpes depuis la fusion des régions en 2016 et beaucoup de sollicitations sur la vallée du Rhône depuis, avec des questions de replantation en arboriculture, viticulture principalement. Et depuis le début de l'année 2021, les instances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes ont décidé de créer un pôle régional arbre-forêt. L'objectif, c'était de dire alors là, on finance telle structure pour planter des haies plutôt biodiversité. Là, on finance telle autre structure pour des haies synégétiques. Là, telle autre structure pour planter des haies agricoles. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas essayer de coordonner un peu tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des retours de terrain, quelqu'un qui puisse animer, faire le lien entre les acteurs de terrain et nous, les financeurs, pour essayer de mettre en place des programmes plus efficaces qu'aujourd'hui, pour mieux travailler sur les territoires. Donc c'est plutôt un pôle régional, je vais rapidement le présenter, mais c'est plutôt un service régional pour essayer de démultiplier le travail que beaucoup d'entre nous font déjà. Et nous sommes membres fondateurs d'une assoce nationale, l'association française Arbres champêtres et agroforesterie. Alors on a toujours du mal à essayer de nous définir. Quand vous êtes en Bretagne, on dit bocage, ça parle à tout le monde, mais le bocage dans la Drôme, il n'y en a pas vraiment, parce qu'un bocage, c'est des haies connectées entre elles. Alors du coup, on met arbre champêtre, agroforesterie, bocage, mais c'est toujours un problème de définition globale. Le vrai sujet, c'est arbres hors forêt, ceux qui poussent en dehors de la forêt. Mais en disant ça, c'est pas non plus très valorisant en termes d'image. Bon, rapidement, notre équipe technique, c'est une toute petite équipe technique. On travaille avec les autres structures, mais l'idée, c'est d'être très compétent, très efficace, et de travailler en synergie avec des chambres d'agriculture, des structures naturalistes, synégétiques, etc.
On est dans un lycée agricole, donc je vais parler de métier. Donc moi, j'ai une formation agricole et forestière. J'ai des collègues qui ont une formation aménagement paysager et environnement et qui sont agriculteurs à côté. En fait, ce qui est compliqué dans l'arbre hors forêt, c'est qu'il faut pouvoir parler agricole avec l'agriculteur qui est à côté de nous, que l'arbre soit utile pour la vigne, soit utile pour les animaux. Il faut ensuite être capable de choisir les bonnes essences et de bien les gérer. Et évidemment, il faut aussi avoir une conscience environnementale assez forte parce que ces espaces-là sont des espaces très utilisés par la faune et il faut avoir une idée de comment améliorer les capacités d'accueil, etc. Donc c'est un métier qui exige une triple compétence, agricole, forestière, environnementale, et qui est parfois un peu dur à trouver. Enfin, j'ai tout le temps un peu de mal à embaucher parce qu'il me faut toujours trouver quelqu'un qui est agronome, mais qui a une sensibilité forestière, ou qui est plutôt de sensibilité environnementale, mais qui est agriculteur à côté. Mais c'est vraiment une approche qui est intéressante et qui nous demande au quotidien de progresser, et on progresse tout au long de notre carrière. Donc c'est vrai que les lycées agricoles, la question de l'agroforesterie est un sujet qui peut être très transversal et qui a du sens pour beaucoup d'enseignements. Quand on travaille avec les lycées, on aime bien avoir dans la même place l'aménagement paysager, la gestion et protection de la nature et les agriculteurs. Et c'est sur ce sujet-là qu'on peut clairement être tous ensemble à réfléchir collectivement pour avoir des haies qui soient utiles en termes pour la nature, pertinentes en termes forestiers et pertinentes au niveau agricole. Notre souci aussi, et c'est le souci de la plupart des acteurs, c'est de transmettre le savoir. Planter une haie pour un agriculteur, les arbos, ils savent faire, les viticulteurs, ils savent faire. Mais un éleveur, il n'a jamais planté trop d'arbres de sa vie. Donc on va essayer de transmettre le savoir-faire pour que si demain, il n'y a plus de programme, ils sachent où s'approvisionner. Donc c'est la question des pépinières qui sera traitée avec la question de la marque végétale locale. Parce qu'aujourd'hui, nos pépinières, elles sont devenues nationales, voire européennes. Donc on plante des petits arbres pour capter le carbone, mais ça vient de Pologne parfois. Donc ça se discute. Donc on est actuellement sur toute une réflexion, et le lycée de Romans s'est engagé sur la marque végétale locale qui va nous permettre de récolter des graines ici, réessayer de mettre des pépinières ici pour avoir une proximité, et derrière c'est très utile en termes de résilience par rapport au climat et une meilleure efficacité. Mais demain, on veut que les agriculteurs connaissent les pépiniéristes, connaissent les essences, apprennent les essences, parce que quand on les met la première fois avec 15 espèces différentes sans feuilles, et on se mélange un peu, il faut reconnaître les bourgeons, les écorces, c'est parfois un peu compliqué. Donc transmission de savoir pour que demain ils soient aussi capables de mettre en place des plantations et les renouveler sans pour autant qu'il y ait tout le temps systématiquement une structure d'animation derrière. Le pôle régional arbre hors forêt, donc je l'ai rapidement présenté tout à l'heure, l'idée c'est d'être à la fois auprès des territoires. Si demain plusieurs collectivités disent voilà, nous on a besoin d'être accompagnés pour mettre en place une politique en faveur des haies, du bocage, etc. Si on a des structures naturalistes qui disent voilà, on veut creuser tel sujet, l'idée c'est de pouvoir y répondre en allant chercher la possibilité d'organiser des formations, de mettre à disposition un centre de ressources. On va pouvoir valoriser tous les travaux qui sont faits en région et au niveau national et les mettre à disposition. Ça va être aussi ce que je disais tout à l'heure, passer beaucoup de temps avec les financeurs qui demandent à ce qu'on les accompagne pour monter des programmes intéressants. Et ça, par exemple, on a passé beaucoup de temps à accompagner notre direction régionale de l'agriculture et de la forêt, qui était en charge de la mise en place du plan. Vous avez entendu peut-être parler de la mesure Plantons des haies, du plan de relance de l'État français. Ça, c'est la bonne idée nationale. Et ensuite, il y a une déclinaison régionale. Et on a accompagné notre direction régionale de l'agriculture et de la forêt pour mettre en place quelque chose qui nous a paru le plus efficace possible. On a pu fédérer des acteurs et travailler en synergie. Et du coup, voilà, ça y est, on a passé beaucoup de temps, mais on a aujourd'hui une aide qui a bien marché. La région Auvergne-Rhône-Alpes est dans les premières régions qui a réussi à consommer son enveloppe. Donc peut-être qu'on aura une rallonge, parce qu'on a déjà réussi à tout consommer, nos 2,8 millions. On n'a jamais eu autant d'arbres et d'argent pour la haie. Mais donc on était très contents, mais on espère pouvoir doubler ça l'année prochaine. Et puis on nous demande, sur des sujets qui sont issus du territoire, de continuer à travailler. J'ai parlé actuellement de la filière végétale locale. Il manque encore de pépinières. On n'a pas encore installé assez de personnes. Actuellement, il y a encore des arbres qui viennent de Pologne cet automne, donc ce n'est pas encore satisfaisant. Donc je suis missionnée aussi pour travailler avec les pépiniéristes, les former, pour essayer de développer ça. Et on est en synergie avec le lycée, parce que dans notre histoire de végétal local, on a quand même un problème, c'est l'élevé de dormance. On a des graines récalcitrantes. Il y en a, on n'a pas trouvé la solution. Et un lycée va nous aider à tester, expérimenter, faire des choses. Du coup, on peut gagner du temps en synergie collective. Alors, toujours en introduction,
Le bocage et les agroforesteries, il y a des formes variées, il y a des paysages différents. La Drôme, alors là, je vous présente l'Auvergne, histoire de vous dépayser un peu ce matin, mais promis, je reviens dans la Drôme très vite, avec des estives, des alpages, des prébois, donc des formes variées. Donc tant qu'on est dans des paysages de bocage, ça parle la haie. Mais là, ça, le prébois, c'est du bocage. Le sylvopastoralisme est une forme de bocage. Si je reviens... Donc finalement, on a des paysages variés qui étaient issus de paysages historiques eux-mêmes différents dans chaque territoire. Alors, le bocage dont parlait Olivier, c'est celui-là. C'est le bocage historique de l'ouest de la France, des prés entourés de haies et aussi énormément d'arbres à l'intérieur. Aujourd'hui, vous avez entendu parler d'agroforesterie intraparcellaire. Bon, on refait la même chose. On remet des lignes d'arbres dans des parcelles. On a planté des haies en périphérie. Donc ça, c'est le bocage de l'Ouest. Et dans nos zones de montagne, eh bien, à noter aussi, le bocage, traditionnellement, était hyper exploité. Le bocage, c'est un espace très anthropique, très utilisé, très valorisé. Ramasser des branches, ça faisait partie de l'économie, clairement, du bocage. On exploitait les arbres, on utilisait les arbres, on taillait les arbres en tétard. Ça faisait partie vraiment de quelque chose d'important et qui, depuis l'arrivée du fioul des années 70, finalement, nos haies, nos arbres ont pris beaucoup d'ampleur parce que, quelque part, cette économie autour de la branche a régressé et n'est plus très peu utilisée. Donc nous, aujourd'hui, ça agace. Ça, à entretenir, c'est quelque chose de compliqué. Donc souvent, on passe les pareuses, fortement. Souvent, on brûle les branches, puis on ne sait pas quoi faire, puis on me dit que c'est une charge d'entretien. Donc un de nos challenges, c'est remettre l'arbre pertinent au niveau des systèmes. Et notre deuxième challenge, ça va être de trouver aussi de nouveau de la valeur à ces branches pour donner envie d'entretenir, laisser pousser et valoriser le bocage. Oh, on ne voit pas très très bien, c'est des vieilles photos. C'était aussi pour dire, voilà, ce paysage de vigne. Alors là, c'est en Côte d'Or, hein. Mais globalement, dans les paysages de vigne, vous aviez beaucoup d'arbres aussi. Donc traditionnellement, l'arbre n'était pas que sous forme de haies, mais ça pouvait être sous forme d'arbres isolés comme ici. Et c'était souvent des arbres fruitiers. La plupart des arbres isolés étaient des arbres fruitiers, sauf dans les zones de montagne où c'était des accrus naturels de chênes, de pins ou autres. Là, j'ai pris la Drôme, Mercurol. Donc c'est la tour de Mercurol. En fait, à l'époque, on devine des rideaux de peupliers d'Italie. On a quelques arbres fruitiers, des cerisiers, très typiques, qu'on avait beaucoup dans ce vignoble-là. Quelques haies qui poussent le long des chemins, mais finalement, pas tant d'arbres que ça. En Drôme, on n'avait pas un paysage de bocage. On ne pouvait pas parler de paysage de bocage partout. Et quand on prend la photo aérienne, qui date de 1950 à peu près, on avait beaucoup d'alignements d'arbres, c'était beaucoup de fruitiers. On avait quelques haies, effectivement, par endroit. Mais on n'avait pas forcément un paysage de bocage comme la photo que je vous ai montrée juste avant. Et puis, dans les zones plus du sud de la Drôme, on allait avoir les zones sylvopastorales, pastorales. Donc, il y a les zones cultivées, avec de nouveau, hop, on revoit nos arbres fruitiers. Quelques peupliers d'Italie déjà en brise-vent à l'époque, quelques gros arbres pour faire de l'ombre. Et puis, dans toutes ces zones de montagne, c'était des espaces pastoraux qui étaient entretenus par les brebis, les chèvres, où il n'y avait finalement pas beaucoup d'arbres. Et espaces qui sont aujourd'hui reconquis par la forêt en grande partie. Donc finalement, on n'avait pas dans la Drôme de bocage en tant que tel. Néanmoins, on a quand même beaucoup d'arbres qui ont disparu parce que les remembrements sont passés par là. Et puis, on a souvent simplifié, c'est-à-dire que cet arbre-là n'était pas si pratique que ça. Donc on l'a mis plutôt dans un verger à côté. On a mis les vignes d'un côté, les vergers de l'autre. Alors qu'avant, il y avait une synergie assez forte entre, mais la machine à vendanger, elle n'aime pas trop cet arbre-là au milieu. Donc la rationalisation de l'espace a fait qu'on a séparé les espaces. Et aujourd'hui, on ne réinvente pas la poudre, on remet des arbres dans les vignes. On remet des arbres dans les champs. Donc, quelque part, on revient un petit peu en arrière. Mais entre-temps, on a testé un autre modèle. Voilà, bon, ça, c'était une autre photo. C'est le Nord-Drôme, dans la vallée de la Galore, avec de nouveau les peupleraies en bord de Galore. Et puis, finalement, pas beaucoup d'arbres, à part des alignements d'arbres dans le paysage. Donc, finalement, on n'était pas sur des paysages bocagés. Mais en même temps, la Drôme, comme tous les territoires de France, subit un changement climatique majeur. Et aujourd'hui, la question de remettre des arbres sur ces paysages-là, où l'arbre a quand même pas mal disparu, qui s'est aussi remembré avec des tailles de parcelles importantes, où il y a eu des ouvrages routiers qui sont passés, des combes qui ont parfois été, quand le TGV est passé, complètement enterrés. Donc il y a des réflexions à avoir aussi sur quel bocage on met nouveau dans ces paysages-là. Et aujourd'hui, notre travail avec tous les acteurs, c'est de replanter des arbres, des haies, mais finalement de réinventer aussi un paysage qui est le paysage du XXIe siècle, avec le changement climatique qui arrive et sur lequel l'arbre peut apporter un côté tampon.
Alors, toujours dans les propos introductifs, l'arbre-forêt, le bocage, les agroforesteries, donc tous ces mots-là, à votre avis, dans quel ministère il faut le mettre? A-t-on un ministère de tutelle? Et si oui, lequel? C'est une question piège, bien entendu. Que diriez-vous? C'est une possibilité, et non. Mais il s'y intéresse de près. Agriculture, on a mis longtemps, mais effectivement, maintenant, il y a un bureau agroforesterie à l'agriculture. Mais il y a bientôt un bureau agroforesterie à la transition écologique. Mais on ne sait pas encore où il faut mettre, dans quel service il faut les mettre. Est-ce qu'il faut les mettre au carbone, au corridor écologique, à la biodiversité en général, ou au paysage? Et c'est tout. Et au ministère de l'Agriculture, on est content parce que c'est un bureau à part, mais c'est un bureau qui est un peu embêté parce qu'il doit aller aux réunions forestières, il doit aller aux réunions de la production agricole, des paysages et des AOC. Et du coup, c'est assez compliqué. C'est-à-dire, finalement, on est un peu transversal sur tout, mais c'est pas non plus quelque chose qui est rattaché et évident sur un sujet. Donc, pour donner un exemple, on est financé par certains départements par les fonds agricoles. Mais dans ce cas-là, ils ne veulent pas trop qu'on aille faire de la biodiversité. On est financé par des fonds forêts, parce qu'ils considèrent que c'est des corridors écologiques entre les forêts, et que du coup, par rapport à des questions de migration, de gènes, etc., c'est des choses importantes. On est financé par l'énergie, l'ADEME, qui nous disent valorisez le bois bocager, mettez-les dans des chaudières. Valorisez ça. Le bois, c'est de la biomasse, on en a besoin, c'est une énergie verte. Et le monde environnemental nous finance énormément. C'est surtout eux, les financeurs principaux aujourd'hui, de la question de la replantation des haies, de l'entretien des haies, pour des questions de corridors écologiques et de biodiversité générale. Mais en partant de ça, c'est vite un peu compliqué, parce qu'eux, ils me demandent de couper du bois, eux, ils veulent qu'on n'y touche pas trop, puis qu'on en plante un maximum, puis eux, il faut que ce soit en synergie avec les systèmes de production, alors que l'arbre-forêt, c'est tout ça. Donc en fait, au quotidien, quels que soient les financements, on fait un peu la même chose. Oui. C'est le même problème en forêt. La forêt, on a tutelle sur les deux, sur l'environnement et sur les deux M. C'est problématique. Non, non. Et du coup, on n'est souvent pas très bien entendu. Hein. Alors, pour aller un peu plus loin, dans l'agriculture, aujourd'hui, les challenges qu'on a relevés, c'est la notion de résilience face au changement climatique. La haie est un tampon. Je l'aborderai très rapidement tout à l'heure au niveau technique, puis on le réabordera. La question de l'eau, cruciale en agriculture aujourd'hui. L'eau devient un facteur limitant de la production très souvent. La question, surtout de la question de la Drôme, sur comment, à terme, on va pouvoir réduire les consommations d'eau, sachant que les nappes phréatiques ne tiendront pas dans le temps et que les nappes du Rhône et de toutes les rivières ne tiendront pas. Donc, comment tamponner le manque d'eau? La question de l'autonomie des fermes aussi, ça, c'est plus des questions énergétiques. Et puis, la question des auxiliaires. La société attend qu'on mette de moins en moins de produits de traitement. Comment l'arbre peut apporter un côté résilience par rapport à la faune auxiliaire? Sur la forêt, c'est assez classique, c'est plus des synergies. Côté énergie, deux sujets. L'énergie verte, qui va bien, qu'on peut valoriser à travers mes branches de tout à l'heure, on en parlera rapidement. Et puis alors la question émergente du carbone. Toutes les semaines, on m'appelle pour planter des haies, pour capter du carbone, chez des agriculteurs. Et on payera l'agriculteur pour qu'il puisse toucher quelques euros en plantant ces haies. Pour le moment, 1 km de haies, on leur paye 100 euros par an. Ce n'est pas hyper rentable. Mais c'est un sujet émergent, c'est un sujet sociétal émergent, évident, et on regarde beaucoup le monde agricole pour capter ce carbone, soit par des changements de pratiques, soit par des plantations de haies. Nous, pour le moment, on est très prudents. Et même au niveau national, c'est prudence. Prudence pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on dit que l'agriculture émet 1/4 des émissions carbone de la France. Donc si demain, le monde agricole doit compenser, autant leur garder leurs haies pour qu'ils compensent leurs propres émissions. Donc pour le moment, on n'y va pas. Au niveau environnemental, la question de l'eau, on est souvent financé pour dépolluer à l'échelle des bassins versants, replanter des haies qui filtrent, dépolluent, améliorent la qualité de l'eau, régulent l'eau sur les bassins versants. La question, pardon, je vais trop vite. La question des corridors, ça c'est très connu, très renommé, et on en a besoin. Aujourd'hui, la faune sauvage, souvent, c'est pas trop comment circuler dans l'espace, c'est bien protégé dans une haie, ça fonctionne. Kevin présentera aussi une entrée biodiversité tout à l'heure. Et puis on a, ça c'est pour tous ceux qui sont dans la question de l'aménagement paysager, on a plein de zones qui sont des zones de transition entre espace agricole et espace urbain. Une zone d'activité, un terrain de foot qui est planté en sortie de ville. Eh bien là aussi, c'est des zones où on peut planter de l'air, remettre de l'arbre, faire de la connexion avec la parcelle agricole, parce qu'il faut aussi qu'on arrive à faire des corridors en ville. Il faut qu'un sanglier puisse traverser au Mans pour
passer d'une vallée à l'autre. Et il faut que, globalement, beaucoup d'insectes puissent circuler dans l'espace. On a beaucoup fragmenté l'espace et les haies peuvent être des solutions. Mais là, ce n'est pas qu'un problème agricole, c'est un problème global. Et puis aujourd'hui est en train de rentrer cette question de culture, de patrimoine. Un paysage, c'est le tourisme, c'est de l'argent, c'est une économie derrière. Je donne l'exemple du département de l'Allier ou de l'Ain. C'est des départements qui, à 4% vivent de tourisme, 4% des actifs vivent de tourisme. Et la seule chose qu'ils ont à vendre en termes de paysage, surtout dans l'Allier, c'est le bocage. Le bocage qui est des haies, des prairies, des mares et des vaches charolaises. C'est ça l'image du département de l'Allier. Et une image poumon vert du département de la France, etc., etc. Donc aujourd'hui, cette question de paysage est importante. La question de remettre des arbres en vigne va bouleverser des paysages, mais va aussi renforcer l'identité de terroir. Donc c'est aussi des challenges sur lesquels on travaille avec tout ce qui est filière agricole. Voilà. Alors, je vais passer vite parce que je pense que j'ai déjà un petit peu débordé. On a parlé de corridors écologiques. Je ne vais pas plus vite parce que Kevin fera une présentation bien plus détaillée. Les arbres, on les a le long des routes. Donc c'est aussi des endroits qui méritent d'être énormément travaillés. Le bord de route, il y a des tas de personnes qui font l'aller-retour pour aller bosser tous les matins. Ils prennent la même route. Chaque arbre, ils les connaissent. Quand on coupe l'arbre, quand on abîme, c'est des endroits qui peuvent heurter. C'est aussi des endroits où on peut faire des changements de pratique. Dans le département de l'Allier, est taillé tout au carré. Puis on a travaillé avec le service des routes pour laisser pousser les haies. Donc les haies poussent. Puis 10 ans plus tard, elles ont vraiment grandi, les haies. Du coup, les agriculteurs qui étaient assez hostiles à changer de pratique sont rassurés parce qu'ils voient que la haie de bord de route change. Donc c'est un endroit qui est à soigner. C'est un endroit où l'arbre peut retrouver sa place. C'est un corridor écologique qui marche bien. C'est aussi un effet filtre anti-dérive. Les arbres sont très efficaces pour filtrer l'air. Et en bord de route, ce n'est pas inutile. Il y a l'intégration du bâti. Dans le cadre du changement climatique, on n'intègre pas que l'agriculture, on intègre le bâti aussi, parce que le bâti il peut être tamponné par rapport à l'aléa climatique, le vent, le trop chaud, le trop froid, par rapport à la présence d'arbres aux abords, forêts ou haies. Et puis on a parlé de régulation de l'eau à l'échelle des bassins versants. Donc ça, c'est des problématiques qu'on traite et que vous traitez sur la Drôme, des problèmes de coulée de boue, des problèmes de régulation d'eau, de coteaux entiers qui dévalent à toute vitesse vers la rivière. Eh bien, les haies sont des freins et peuvent permettre de réguler sur les bassins versants. Et bien entendu, c'est ce que je disais en introduction, c'est évidemment un allié de l'agriculture à condition de prendre le temps de bien comprendre la synergie entre les deux. On a mis du temps à comprendre ça. Donc la question de ombrage, protection des troupeaux, si on amène l'arbre utile sur une exploitation, l'agriculteur le voit comme un investissement rentable. On n'a pas toujours besoin de subventions pour le faire planter. Si l'effet brise-vent va être utile, si l'ombre de ces animaux, on a rediscuté ombrage, etc., on arrive facilement à convaincre des agriculteurs de replanter. Regardez les parcs à volailles en bas. Les parcours à volailles, il y en a beaucoup dans le département de la Drôme. Naturellement, une volaille, si elle a un parc ouvert, elle ne sort pas. Elle ne sort pas, si elle va trop loin, elle risque de se faire attaquer par une buse. Donc elle n'a pas envie. Donc elle reste planquée dans le bâtiment. Donc il y a des parcours à volailles où elles ne sortent pas tant que ça. Du coup, comme c'est quand même des labels, Carrefour ou d'autres marques disent qu'il faut planter des arbres pour qu'elles sortent. Donc planter des arbres, c'est obligatoire. Donc les agriculteurs disent « Oh, il faut que je plante des arbres, ça m'énerve. Je ne comprends pas pourquoi. » Du coup, ils ne sont pas contents de planter des arbres. Alors que, si on explique techniquement le lien entre la poule, la volaille, et l'arbre, ça marche. Parce qu'effectivement, sous un noisetier, elle est à couvert. La buse, elle ne l'a pas vue. Quand la buse traverse un parcours à volaille et qu'il y a de l'ombre qui traverse, toutes les volailles la voient l'ombre passer et courent au bâtiment, vite se protéger. Alors, quand elles sont trop nombreuses à courir au bâtiment, après ils s'entassent, puis il y a des morts. Donc on n'aime pas le retour précipité au bâtiment. Mais si vous avez plein de haies, plein de noisetiers, ceux qui sont à l'ombre, ils n'ont pas vu l'ombre de la buse. Donc il n'y en a que quelques-uns qui retournent au bâtiment. Il n'y a pas de phénomène d'affolement. Et puis la buse, elle est un peu plus embêtée pour en attraper. Donc elles se sentent protégées. La volaille, c'est typiquement une espèce animale qui adore les arbres. Et un parcours arboré, ça marche super bien. Ils sont dehors, il y a moins de prédation, il n'y a pas de risque d'étouffement. Quand il y a de la canicule, ils ne sont pas tous à l'ombre du bâtiment en train de se piquer entre eux, parce que ça aussi, c'est un problème. Il n'y a pas de problème cardiaque. Ils sont tous étalés dans le parcelle et ça fonctionne très, très bien. Quand les agriculteurs comprennent ça, par toute une théorie technique, ils adhèrent. Planter les arbres devient évident. Et à la limite, si le label leur finance que 20 arbres, ils en plantent 15 de plus. Parce qu'il y a une logique technique, parce qu'on a analysé leur parcours, parce que ça devient cohérent pour eux et pour leur système.
Et puis autre chose, donc le deuxième grand axe de la plupart des acteurs agroforestiers, c'est de travailler sur l'entretien des haies. Aujourd'hui, c'est clairement une contrainte. C'est une contrainte pour une commune, c'est une contrainte pour le service des routes du département, c'est une contrainte pour les agriculteurs. C'est exprimé comme tel. Par contre, si on propose une valorisation de la biomasse, si on trouve des outils qui leur permettent de valoriser cette biomasse, bah ça les réintéressera d'entretenir les haies, de laisser pousser des haies, de tailler des arbres en tétard. Donc là, c'est tout un travail qu'on mène. On n'a pas forcément le temps d'aborder aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a un outil qui est intéressant, c'est que toutes les branches, on peut les transformer en plaquettes de bois. Et la plaquette, on va pailler des haies avec de la plaquette de bois tout à l'heure. C'est quelque chose d'intéressant. Mais on peut faire des chaudières. Et puis on peut mettre les vaches sur plaquettes de bois les années où la paille est chère. Donc il y a plein de valorisations possibles. Il y a des valorisations agronomiques aussi qui sont intéressantes. Donc aujourd'hui, on peut cultiver la haie. On peut refaire de l'arbre tétard, qui est un arbre traditionnel mais très productif, pour essayer de valoriser ce bocage. Voilà, et toujours en introduction, puis après je rentrerai dans des détails plus techniques. Aujourd'hui, les utilisateurs du bocage, ceux qui vont consommer le bocage, le bel arbre de bord de route, celui qui prend sa voiture tous les jours et qui a une belle haie, puis des beaux arbres à voir, on est des consommateurs. Moi, je suis la première à consommer un paysage bocager. Quand je vais me balader le long des chemins et que j'ai des beaux noyers, que je peux ramasser 3 noix, c'est bon paysage. Donc, la société attend la présence du bocage. Le mot agroforesterie, depuis l'an dernier, est connu du grand public. C'est depuis l'an dernier. Mais on parle d'agroécologie et d'agroforesterie. C'est incroyable pour nous, les acteurs, qui pendant des années, rien que le mot haie, dessinez-moi une haie, chacun dessine une haie différente. Mais, donc, on est tous d'accord qu'on en veut du bocage pour dépolluer l'eau, dépolluer l'air, faire des corridors écologiques. La difficulté, c'est qui travaille, qui a le terrain, qui travaille sur le bocage. C'est le monde agricole et c'est les agriculteurs principalement et aussi les collectivités pour les arbres de bord de route. Et eux, leur souci numéro 1, c'est quand même charge d'entretien limitée, bénéfices agricoles et que ce soit compatible avec les systèmes agricoles d'aujourd'hui. Donc, on veut ça, mais il faut travailler là-dessus. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est sur des entrées agroécologiques pour qu'ils fonctionnent bien. Et le principe de l'agroécologie, c'est issu de Agriculture produisant autrement qu'a cité Olivier tout à l'heure. En 2015, le ministère de l'Agriculture nous a demandé de prouver que les haies étaient économiquement rentables. On avait vendu l'effet de la haie brise-vent pendant des années, mais du jour au lendemain, il a fallu quantifier l'effet brise-vent. Alors, si j'ai 10% de rendement en plus sur 15 fois la hauteur, si ma haie fait 15 mètres de haut, combien l'agriculteur a de tonnes de matière sèche en plus grâce à la haie? À combien est le prix de la tonne de paille ou la tonne de blé? Et donc, combien il a gagné grâce à la haie? Mais je n'étais jamais allée jusqu'à ces chiffrages-là. Et là, c'était intéressant parce que du coup, on a mis un atelier arbre avec des chiffres en face et une rentabilité économique. Donc l'agroécologie nous a amené à ça, parce que l'agroécologie, c'est une performance économique, une performance environnementale et une performance sociétale. Donc c'est la triple performance. La société attend de la haie maintenant. Donc de plus en plus, les citoyens râlent quand on a taillé les pareuses pas comme il faut une haie, râlent quand il y a une coulée de boue, râlent quand un agriculteur arrache des haies. Et aujourd'hui, les collectivités sont aussi en attente, mais parfois elles ne font pas très bien en bord de route. Et les agriculteurs, ils commencent à se faire un peu bousculer quand ils ne travaillent pas sur les haies. Et par contre, ils se font féliciter quand ils plantent des haies. Donc du coup, on est aujourd'hui dans ce triptyque où il va falloir que tout le monde soit d'accord là-dessus. Et on est typiquement sur quelque chose qui peut être gagnant-gagnant. Voilà. Alors l'agroécologie, c'est vraiment pour moi une vraie révolution, de se dire la triple performance. Puis le mot performance, c'est quelque chose qui est apprécié dans le monde agricole. Donc il faut être très bon en technique, il faut être très bon en économique, il faut être très bon au niveau environnemental et très bon au niveau social. Du coup, l'entrée technique commence par les convaincre et après, on finit par le sociétal et l'environnemental. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Je vais zoomer juste un aparté sur la Drôme. La question que j'ai plusieurs fois au téléphone par rapport à la Drôme, c'est aujourd'hui, on n'a pas de souci d'eau. On peut irriguer dans beaucoup d'endroits. Toutes les bonnes terres ont été équipées. Il y a eu des investissements depuis 40 ans, 50 ans pour équiper des terres avec des forages, avec un système d'irrigation qui a été mis en place. Et aujourd'hui, il n'y a pas ou peu de limites par rapport à cette consommation d'eau, sauf qu'un certain nombre de nappes commencent à être en tension. Donc on pense notamment sur les nappes de la Galore ou de l'Herbasse qui commencent à être en tension. Et on commence aussi à avoir des projections qui disent que le Rhône va avoir un débit d'étiage qui va baisser de 60% dans les années qui arrivent, à horizon 2100, mais qui va baisser très fortement. Donc à un moment donné, ce sera ou de la consommation humaine, maintenir des cours d'eau, il y a un petit peu d'eau pour la population piscicole, et l'agriculture. Donc aujourd'hui,
quelque part, il ne faut pas revenir en arrière, mais il faut réinventer des modèles qui puissent être moins consommateurs d'eau. C'est toute une réflexion agricole qui est à mener, que je ne mène pas, mais c'est très profond et ça va être long, parce que du coup, on revoit tout un système qui existe depuis 1950. Et la question, c'est comment l'arbre et le bocage peuvent accompagner cette mutation-là. Dans un contexte de changement climatique, où tout le monde dit plus de vent, plus de canicule, plus de sécheresse, plus d'aléas climatiques et plus de gelée tardive. Donc finalement, plus d'aléas. Et comment on peut proposer un tampon? Alors, on va discuter de l'effet brise-vent systématique. L'effet brise-vent, une haie protège 15 fois sa hauteur. Une haie qui va faire 8-10 mètres de haut protège 150 à 200 mètres derrière. Donc une parcelle qui va faire 7-8 hectares. Donc naturellement, dans la Drôme, on peut en planter. Dans toute la vallée du Rhône, il y en avait déjà. Mais on peut aller plus loin et en planter sur d'autres secteurs. Et dès que l'eau est un facteur limitant, et l'eau est un facteur limitant, hein, rapidement, autour de Romans, on a des terrains avec que du gravier. Donc il faut irriguer tout le temps. Donc dès que l'eau est un facteur limitant, l'effet brise-vent de la haie réduit 40 à 60% de la force du vent, donc de la force de dessèchement du vent. Donc ça permet d'optimiser l'eau pour produire et pas pour lutter contre le sec. Donc ça, c'est intéressant et c'est l'argument massu numéro 1. On arrive, avec quelques haies bien placées, à améliorer le rendement des cultures et à optimiser l'eau d'irrigation. Donc ça parle. Ça, c'est un investissement rentable pour eux. Et c'est un investissement pérenne à l'échelle de leur exploitation. Sans irrigation, une année de sécheresse, vous avez jusqu'à 30% de rendement en plus grâce à l'effet brise-vent d'une haie. Derrière, ça permet d'optimiser tout ce qui va être irrigation, mais aussi traitement. Par exemple, les pivots d'irrigation, c'est mieux que les enrouleurs, parce qu'en fait, vous êtes plus fin. Vous apportez l'eau plus proche de la culture, et du coup, il y a une meilleure irrigation, donc on optimise les mètres cubes d'eau qui sont mis dans la parcelle. Mais les pivots, en fait, dès qu'il y a plus de 30 km/h, ils ne peuvent pas irriguer, parce que le vent s'envole. Le vent envole l'eau, parce que l'eau est envoyée en micro-gouttes. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Donc de nouveau, les pivots, pourtant, un pivot haie, il faut de la place pour mettre un pivot. Donc la haie, on pourrait se dire, est-ce qu'elle est compatible, pas compatible? Eh bien oui, elle est bien compatible. Et elle va permettre de faire en sorte de souvent réduire la force du vent et donc de permettre de mieux irriguer dans des meilleures conditions et plus facilement. Donc du coup, pivot moderne et haie, c'est compatible. En arbo, pas de souci, ils le savent. Dès qu'il y a un mistral qui fait plus de 90 km/h, 15 jours avant la récolte en abricots, les abricots tapent sur les branches et derrière, il y a des impacts sur la production immédiate. Les arbos, ils sont très convaincus sur la question de l'arbre. Et aujourd'hui, ils en avaient déjà planté et continuent à planter. Il y a la question aussi des traitements phytosanitaires, enjeux sociétal en émergence, conflits, de voisinage. Dans un département assez urbanisé quand même sur la vallée du Rhône, la question de protéger les voisins, séparer les espaces, permettre qu'on puisse traiter dans des conditions normales, parce que même les bio, parfois le voisin a très peur des produits de traitement. Donc aujourd'hui, les haies antidérives, qui sont des haies brise-vent, mais simplement on met des essences un peu plus persistantes, les haies antidérives, c'est une vraie réponse technique. Quand un pulvé passe à côté d'une haie antidérive, 90% des gouttelettes sont captées par la haie. Donc c'est une réponse sociétale réelle. Et puis ça permet à l'agriculteur d'être chez lui. Donc aujourd'hui, beaucoup d'arboriculteurs et viticulteurs sur des nouvelles parcelles commencent par planter la haie de bordure pour se séparer des voisins et protéger les voisins. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant et c'est un investissement rentable pour eux. Il y a la question de toutes les zones en bassin versant. Je pense à toute la Drôme des collines qui est concernée par ça, où on a eu des remembrements, parfois dans le sens de la pente. Donc là, effectivement, quand il pleut et que c'est du maïs, ça atterrit sur la route en bas. C'est techniquement obligatoire. Donc aujourd'hui, il y a des pratiques agronomiques, mais il y a aussi la possibilité de travailler avec les communes et les agriculteurs pour replanter des haies le long des chemins perpendiculaires au bassin versant. Et là, c'est tout un travail qui est à mener côté Drôme des collines. Et donc, ça va permettre de filtrer l'eau et ça va permettre aussi de stocker l'eau, de le réguler. Donc ça, c'est un travail qui est à mener et qui n'est pas un travail qu'agriculteur après agriculteur. C'est un travail collectif. On prend les chemins, on regarde où est-ce qu'on peut planter des haies, on discute avec la commune, on discute avec les agriculteurs. Du coup, c'est des travaux communaux. Voilà, ça, c'est pour montrer un exemple. Ça, c'est après la coulée de boue. Donc là, ça atterrit dans la route, puis dans le lotissement tout neuf en bas. Et puis ici, c'est après avoir planté la haie, parce que là, on s'est retrouvé en situation de conflit avec l'agriculteur qui était embêté, le service des routes qui râlait et les habitants qui ronchonnaient.
Donc du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors il a dit, moi je ne peux pas changer mes pratiques, ça veut dire investir dans des nouveaux outils, je serais bien obligé de continuer à faire du maïs et du tournesol, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On a dit, on plante une haie de bas de pente, et là c'est avant, et là c'est après, la haie elle a poussé, alors elles aiment bien, parce qu'elles sont bien irriguées, bien alimentées en eau, bien alimentées en bonne terre, donc c'est des haies qui poussent bien, et vous regardez après un orage, elle a été capable de faire atterrir un certain nombre de quantités de sédiments, donc elle a joué son rôle anti-érosion. Épuratrice filtrante, ça je l'ai déjà exprimé, aussi bien pour les produits phytosanitaires que pour les bords de route. Donc aujourd'hui, les arbres dépolluent l'environnement, ils sont très efficaces pour ça. Et puis voilà, quelques réalisations pour dire que dans ce département, vous avez vraiment 2 professions, arboriculteurs et viticulteurs, qui ont très envie de changer et qui ont très envie de retravailler avec l'arbre, qui se posent plein de questions. Donc aujourd'hui, c'est un des rares départements où j'ai vu arriver en formation des viticulteurs qui me parlaient de biodiversité. Là, c'est dans le Diois. Dans le Diois, toute la AOC est vraiment très favorable à la question de l'arbre, à la question de changement de pratique. Et ça, c'est pour moi la profession qui, de loin, est en avance sur ce sujet-là au niveau national. Et c'est vraiment confirmé dans ce département. Voilà. Et ensuite, deuxième enjeu par rapport aux arbres, c'est la question de la relance de l'arbre bocager. On en a parlé tout à l'heure sur cette question de valoriser les branches et le branchage comme autrefois ils le valorisaient, sachant que l'arbre de bocage, contrairement à l'arbre forestier qui pousse en concurrence, l'arbre forestier il fait des troncs. Son bois, c'est des beaux troncs, c'est des belles planches. Nous, l'arbre de bocage, il a beaucoup de soleil, donc il n'a pas besoin de pousser en hauteur, il est très exposé au vent, donc il fait surtout de la branche. Ça, c'est le chêne des forêts, ça, c'est le chêne du bocage. Donc on n'a pas du tout la même silhouette, parce que les conditions hors forêt les amènent à avoir pas du tout la même silhouette. Donc dans le bocage, on travaille sur de la branche, surtout qu'on a du noisetier et puis tout plein d'autres arbustes à la base, donc on travaille sur essentiellement une culture de la branche. Du coup, on travaille. On a mis en place des modèles sylvicoles, les forestiers nous ont accompagnés là-dessus, on a testé des choses sur comment entretenir, mais aussi récolter sur des cycles très longs, le bocage, c'est-à-dire plutôt que passer les pareuses tous les ans, comment une fois dans sa carrière aller récolter une haie, en refaisant des arbres têtards, en coupant des CPE, donc c'est par exemple du noisier, du charme, de l'érable champêtre, comment en élaguant des arbres de Auget, en recrutant des jeunes arbres, parce que quand les haies vieillissent, souvent, il n'y a pas grand-chose qui germe dessous. Donc en tout cas, c'est proposer un modèle sylvicole, les inviter à comprendre qu'ils avaient des arbres têtards, par exemple. L'arbre têtard est ultra productif en termes de production de biomasse. Du coup, il nous intéresse énormément, donc on retravaille sur ces modèles-là. Et aujourd'hui, on met en place des plans de gestion et beaucoup de conseillers agroforestiers le font. Beaucoup de communautés de communes se sont engagées aussi sur des financements là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et puis derrière, on s'est posé la question de la mécanisation. Alors, soit on l'a subi, on a vu arriver des gros grappins comme ça, financés par l'ADEME, notre agence nationale des énergies, parce qu'aujourd'hui, il faut faire de la biomasse. Alors, ils étaient d'abord en forêt. Puis finalement, la haie, elle est facile à récolter, donc autant sortir de la forêt et se faire à faire de la haie. Et on a eu des coupes à blanc. Vous avez eu des coupes à blanc sur des ripisylves dans le département, qui a été assez suffisamment dramatique pour qu'aujourd'hui, l'environnement ait protégé l'ensemble des ripisylves du département. Mais ces machines, on s'est dit, soit on les subit, puis on râle, puis on va avoir des massacres de bocage, soit on les accompagne, et puis on essaye de trouver des outils avec le monde agricole, et puis on essaye de les utiliser à bon escient. Donc on vit avec ces outils maintenant. Et on sait qu'aujourd'hui, ces outils, ça permet de récolter de la branche, du noisetier. Noisetier à la tronçonneuse, personne n'a envie d'en faire. Par contre, avec des grappins, pourquoi pas? Donc aujourd'hui, on est en train d'équiper tranquillement un certain nombre de CUMA, donc ces coopératives d'utilisation de matériel en commun, des agriculteurs qui se réunissent, pour vivre avec ça, parce que de toute façon, ils sont là, ces outils. On forme aussi les entreprises qui sont équipées avec ça, et on travaille sur un modèle. Bien entendu, derrière, il faut recouper propre. Bien entendu, derrière, il faut former. L'arbre têtard, on ne le coupe pas au pied, on recoupe les branches. Donc c'est former les gens à une bonne sylviculture, et là, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais si on ne fait pas ce travail-là, c'est clair que demain, il y aura des atteintes très, très fortes sur le bocage, dans ce contexte bois-énergie qui avance. Et derrière, on a aussi essayé d'équiper les CUMA. Il y a une CUMA départementale qui a une déchiqueteuse pour faire en sorte que les branches ne soient plus brûlées, d'une part, et d'autre part, valorisées. Donc avec tout ce travail sur tout ce qui est litière et essayer de valoriser le bois. Lorsqu'il y a une valeur économique au bois, ils ont envie d'entretenir de façon durable. Donc ça nous permet aussi qu'un certain nombre d'agriculteurs arrêtent de toujours tailler au carré et se permettent à laisser pousser les haies. Voilà. Et on a testé la litière. Alors, c'est un petit aparté assez amusant.
C'était les années où la paille était très chère, hein, donc on a mis les plaquettes sous le pied des animaux, et puis ça marche bien. Techniquement, ça marche bien. C'est aujourd'hui hyper déployé, vu qu'on est sur à peu près 2000 agriculteurs qui le pratiquent sans aucun souci. On l'a testé d'abord sur bovins, puis maintenant on l'a testé sur cochons, sur caprins, sur ovins, etc. Alors c'est eux, je vous l'ai mis là parce que c'est eux qui préfèrent. Ils adorent ça, ils passent leur vie à faire des trous là-dedans. Alors, des fois, ils sont complètement enterrés parce qu'on en met 60 cm, puis on voit juste le groin qui sort en surface. Ils sont très propres, ils mettent toujours leur déjection dans un coin. Du coup, c'est assez amusant de voir des cochons sur plaquettes de bois. Mais on sait aussi que l'attente sociétale, peut-être demain, ne voudra plus d'élevage porcin sur caillebotis. Donc, ce sera peut-être une réponse demain de filière et de valorisation locale aussi de bois de bocage pour essayer d'avoir un produit et un lisier aussi qui soit un produit finalement très stable en termes de fumier. En termes de bois énergie aussi, il y a une attente, alors qui est plus compliquée parce que le monde forestier aujourd'hui s'est bien positionné sur le bois énergie. Et aujourd'hui, on a des normes de plus en plus compliquées. Alors, il y a quelques années en arrière, on avait encore des communes qui mettaient en place une chaudière qu'on alimentait avec le bois de bocage des agriculteurs de la commune. C'était un moyen d'entretenir le bocage de façon durable. Mais ça diminue un petit peu parce qu'il y a de plus en plus de normes. Du coup, on travaille à ces chaudières de collectivité, mais plutôt sur des petits marchés et jamais sur des gros marchés. Le monde paysan ne va pas sur des gros marchés qui sont aujourd'hui valorisés par le monde forestier. J'ai du mal à me positionner sur l'avenir par rapport à ça. Nous, on est plutôt à des autoconsommations en litière ou en agronomie sur les fermes. Mais pourquoi pas? C'est parfois, quand une collectivité me dit « mes agriculteurs, ils font n'importe quoi, ils taillent au carré, ils arrachent les haies, etc. » Je leur ai dit « installez une chaudière. On les réunira. » On l'a fait plusieurs fois dans le département de l'Allier, où il y avait des atteintes fortes. On les réunira et puis on trouvera une solution. Et dès qu'il y a une valorisation économique, que le maire, chaque année, paye son agriculteur pour qu'il fournisse de la plaquette de bois issue du bocage dont tout le monde profite, ben ça marche. Et derrière, il va accepter de replanter le long d'un chemin de randonnée, de mettre une haie anti-dérive entre l'école et sa parcelle de maïs, etc. Donc c'est quelque chose aussi d'intéressant. Pour moi, c'est une réponse par rapport à des atteintes sur le bocage aussi qu'une collectivité peut mettre en place. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Vous aurez un atelier dédié, la question de la génétique locale. Pas de plantation sans se poser la question des génétiques. De tout temps, les forestiers se sont posés la question de qu'est-ce qu'ils plantaient, la génétique de ce qu'ils plantaient en forêt. Et dans la haie, on y avait clairement oublié pendant longtemps. Donc les arbustes, on plantait bien du noisetier, mais du noisetier roumain qui avait transité par la Pologne. Et du coup, aujourd'hui, on a dit stop. On a un changement climatique. Comment est-ce qu'on peut avoir des haies durables? Comment on peut chercher une génétique durable? Du coup, ce sera présenté cet après-midi. Et c'est un très, très beau travail qui existe maintenant depuis une dizaine d'années. Donc, je vais passer sur cette partie-là. Et puis, je termine pour dire que dans le département de la Drôme, il y a déjà pas mal de structures qui accompagnent et qui sont efficaces là-dessus. Donc, l'association de développement de l'agroforesterie qui intervient cet après-midi, la Chambre d'agriculture qui développe des compétences depuis quelques temps, Fédération départementale des chasseurs, la LPO, de plus en plus, approche agricole et collectivité. Les collectivités qui se saisissent du sujet, vous aurez une intervention aussi sur la fin de matinée sur ce sujet-là. La mission haie qui arrive, mais qui sera en synergie avec tout le monde, bien entendu. Les équipes rivières aussi, toujours très attachées à la question des haies. Donc aujourd'hui, l'appui technique dans le département, il est en place. Il y a des synergies entre structures qui marchent bien. Et puis en termes de financement, pour les agriculteurs, il y a toujours la Fédération départementale des chasseurs qui finance. Il y a eu le plan de relance de l'État français, mais on a consommé toute l'enveloppe. Donc espérons qu'il y en aura plus l'année prochaine. Et puis de plus en plus des fonds privés qui nous permettent à nous, structures, d'aller capter des fonds pour permettre aux agriculteurs de payer une partie des arbres. Et pour les collectivités, aujourd'hui, à l'échelle de la région, il y a une réflexion sur une aide régionale pour travailler sur le sujet, qui est une aide qui permettra à une communauté de communes de lancer un programme global pour mobiliser ses agriculteurs, rencontrer tous les acteurs qui peuvent travailler sur le sujet, comprendre les enjeux agricoles, forestiers, environnementaux liés aux haies sur un territoire, et ensuite de financer les plantations ou de la gestion. Donc cette mesure, elle devrait être opérationnelle en 2023 et elle devrait permettre de faire des choses intéressantes. Ça, c'est une entrée collectivité. Vous avez tout ce qui est contrat vert et bleu que la région Auvergne-Rhône-Alpes propose. Donc ça, c'est aussi un contrat qui se met à la place sur un territoire avec un enjeu de restaurer des continuités écologiques par rapport à un certain nombre d'espèces cibles qui sont en difficulté sur le territoire. Donc les contrats verts et bleus, c'est très ouvert, c'est de la haie, c'est de la mare, c'est tout plein d'aménagements possibles. Mais ça aussi, une collectivité peut lancer un programme et indirectement faire de la haie. L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse finance des marathons de la biodiversité.
Donc l'idée, c'est de planter 42 km en 4 ans. Donc c'est un marathon et 42 mares. Et là, ils parlent de trame turquoise parce qu'ils veulent la raccrocher à la faune aquatique. Donc en général, c'est des plantations qui sont entre 200 et 500 mètres le long des cours d'eau. Donc de nouveau, il y a des financements. Vous avez plusieurs communautés de communes qui se sont engagées dans les marathons de la biodiversité et les contrats verts et bleus. Il y a le fameux plan de relance de l'État français qui était plutôt pour les agriculteurs. Toujours des fonds privés aussi pour les collectivités. Et quand on n'a pas envie de rentrer là-dedans, une collectivité peut aussi décider de mettre 2 000 € par an pour payer quelques arbres ou quelques financements d'arbres pour ses agriculteurs. Et c'est aussi des choix qui peuvent être faits, que plusieurs collectivités font à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, en disant on lance un programme régulier. Il y a une liste d'attente, mais par contre, chaque année, on a un engagement et derrière, on envoie des gens planter des haies avec les agriculteurs et faire du lien. J'aime beaucoup ces entrées territoriales. Je trouve que le monde agricole aujourd'hui a besoin d'être soutenu. Quand c'est des portages territoriaux, donc avec une communauté de communes qui se lance là-dessus, nous, acteurs, on est à l'aise pour travailler, on travaille à plusieurs, donc c'est aussi sympathique. Et puis derrière, les agriculteurs se sentent bien accompagnés, bien soutenus. Et du coup, il y a ce lien sociétal qui est important à faire aujourd'hui avec notre monde agricole. Voilà, et normalement, je termine sur cette diapo-là pour dire qu'on a quand même des difficultés. La politique agricole commune, qui donne des primes aux agriculteurs, a été très défavorable aux arbres jusqu'en 2015. Ça s'est amélioré en 2015, mais c'est encore pas parfait. Donc encore aujourd'hui, quand vous avez un beau noyer ou un bel alignement de mûriers multicentenaires dans une parcelle agricole primée à la PAC, on peut encore l'arracher, sans qu'il y ait d'incidence. Donc on aimerait que ça s'améliore et que la PAC, à travers le financement de la prime, puisse mieux préserver l'existant. La PAC va financer de plus en plus des plantations, mais c'est encore très prudent. Donc pour la prochaine programmation PAC 2023, qui démarre en 2023 pour 5 ans, c'est encore pas satisfaisant à nos yeux. On aurait pu faire mieux. On aurait pu vraiment utiliser le levier prime pour aider les agriculteurs à mieux prendre tout ce arbre sur leur système. Carbone, sujet en ébullition. Je le dis comme tout à l'heure, très complexe à appréhender, très intéressant mais complexe. On a un label haie national, c'est un label gestion durable du bocage qui est en train d'être expérimenté, qui a été fabriqué par les Normands et les Bretons. Donc on a dit qu'on le testerait en Auvergne-Rhône-Alpes et dans ce département-là aussi sur des haies méditerranéennes pour essayer de l'adapter un petit peu. Mais ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un outil concerté où le monde environnemental, naturaliste, le monde forestier, le monde agricole, on est d'accord sur une méthode en disant on peut couper des arbres en respectant un certain nombre de méthodes et de précautions de façon à ce qu'on préserve la biodiversité, le paysage, la biomasse et le monde agricole. Et puis, voilà, depuis l'an dernier, le mot agroforesterie, un Parisien en parle dans la rue. Donc pour nous, voilà, l'attente citoyenne est arrivée. C'est à travers le plan de relance aussi. Mais en tout cas, c'est un sujet intéressant. Et aujourd'hui, on a à répondre à cette attente citoyenne. Donc pour nous, Mission Haies, qui ne travaillons par exemple qu'avec des agriculteurs, depuis cette année, on fait des journées citoyennes où les gens viennent rencontrer les agriculteurs et parfois sur des très gros systèmes. Samedi dernier, on plantait autour d'un méthaniseur qui était très contesté. Et il y avait énormément d'échanges et de discussions sur un agriculteur qui avait 250 hectares d'un seul tenant sans un arbre. Et là, il va planter 2 km. Et du coup, il y avait beaucoup de débats, beaucoup d'échanges. Pourquoi ce modèle-là est arrivé? Comment il évolue? Et voilà, ça, c'était dans ce nouveau temps d'échange. Donc, autour de la haie, on peut se réunir, ça, c'est clair. Donc, on peut mettre des gens qui ne s'entendent pas et on peut s'entendre. Donc, on dit que la haie est un trait d'union dans le paysage. Voilà. Et je termine sur cette petite diapo avant de laisser la parole à mes voisins. Si, il est 10h moins 2. Je suis dans les horaires, Olivier? Non, on a un petit peu le temps, merci Sylvie. On peut peut-être prendre un temps d'échange, un petit jeu questions-réponses, il n'y a pas de souci. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Vous parlez du label végétal local. Moi j'ai une question. Je viens d'arriver dans la région, je suis de Bretagne, donc je suis très intéressé par ce sujet. J'arrive ici, je vois des arbres locaux qui meurent à cause du changement climatique. Vous voulez remettre des végétaux locaux du coup, qui s'inscrivent dans un changement climatique. J'aimerais savoir quelle est votre stratégie vis-à-vis de ce problème-là. Alors c'est un sujet très intéressant. En fait, le principe de végétal local, c'est déjà des grandes régions biogéographiques. On a effectivement des espèces qui sont en limite aujourd'hui d'aires de répartition. On sait qu'ils vont être en difficulté, puis il y en a d'autres qui vont réussir à passer le temps, le climat. On sait que les principes de végétal local, c'est déjà une aire locale, donc une grande région, et deuxièmement, une très grande diversité génétique. C'est-à-dire qu'on part de la graine. Chaque graine, c'est un individu unique. Si j'ai 1000 individus différents, issus de 1000 graines,
s'il y a un changement climatique, potentiellement, un certain nombre résisteront. Donc déjà, plus de clones. Ça, c'est un premier point. Pas de clones, pas de boutures. Graines, individu unique. Deuxièmement, on va récolter dans la nature. Et là, autant Végétal Local dit qu'on peut récolter partout, autant nous, les acteurs, quand on récolte, on va systématiquement dans les endroits déjà les plus durs. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a déjà des coteaux autour de Grenoble, par exemple, qui montent à 50 degrés sur les cailloux l'été, face sud, et qui descendent toujours à moins 25 l'hiver. Donc, ils sont capables de faire du moins 25 plus 50, qui vivent sans eau. Donc, on va déjà aussi, dans nos territoires, aller récolter en priorité sur des zones déjà extrêmes. Et pour moi, les arbres qui poussent à Grenoble sont bien plus compétitifs à du plus 50 que ceux qui poussent le long de l'axe Rhône. Le long du Rhône, il fait beaucoup moins chaud, il fait beaucoup moins froid. Le long de la Méditerranée, il y a l'effet eau qui tamponne les excès. Par contre, dès qu'on rentre dans les terres, dès qu'on rentre dans les vallées, on a un élan climatique qui est extrêmement violent. Le centre du Massif central, Clermont-Ferrand, est systématiquement plus chaud que Marseille. Grenoble aussi. Donc, ce n'est pas aller chercher ce qui pousse à Marseille qui m'intéresse, mais de regarder autour de Clermont-Ferrand les endroits déjà les plus extrêmes pour aller récolter les graines sur ces endroits-là. Les endroits où ils ont 500 mm d'eau par an, parfois pas d'eau de l'année. Quand il pleut, c'est dans des pentes, donc il n'y a rien qui rentre. Donc des végétaux déjà très résilients. Donc on observe son environnement. On va déjà sélectionner les plus durs. Ceux-là, ils résistent actuellement. Ils ont résisté jusqu'à présent. Ils ont déjà pris 2 degrés. Et on va vérifier qu'ils prennent bien des 50 degrés sur les cailloux l'été. Donc ça, c'est première chose. On observe son environnement. On n'imagine pas que les conditions plus du sud soient forcément plus favorables. Et puis, on a tenté des expériences. J'ai tenté le mûrier blanc. Le mûrier blanc est sorti comme une essence fourragère extraordinaire par l'INRA il y a 3 ans. Du coup, beaucoup d'agriculteurs disent, par rapport à l'aléa climatique, on va planter du mûrier blanc à donner aux vaches et aux chèvres l'été quand il n'y a pas d'herbe. Du coup, on a planté du mûrier blanc en se disant, ça va passer. Eh bien, c'est la seule essence dans toutes les haies que j'ai plantées, pourtant dans l'Allier, pourtant dans pas mal d'endroits de Rhône-Alpes, eh bien, ils gèlent sur les gelées tardives de printemps. C'est la seule essence, alors que les locaux, ils résistent bien. Donc, ce qui veut dire que jouer sur des substitutions d'essence, on prend toujours des risques. Par contre, végétal local, demain, rien ne m'empêchera de choisir une origine génétique plus du sud si j'ai envie. C'est-à-dire, à partir du moment qu'on a une traçabilité, on pourra tester. Aujourd'hui, les forestiers, ils ont 2 stratégies. Migration assistée de gènes. Je vais chercher le chêne pubescent qui est plus du sud ou dans des conditions plus arides et je l'amène chez moi. Ça, c'est une première stratégie. La deuxième stratégie, c'est la substitution d'essence. La substitution d'essence, on sait que c'est toujours compliqué. Et ce sera toujours compliqué, ça demande un temps d'observation. Et le problème, c'est que l'arbre, c'est un temps long en réaction. C'est-à-dire que moi, la gelée tardive, je peux la prendre 10 ans plus tard. Le moins 20 qui va faire que les oliviers vont, pouf, être étamés dans Clermont-Ferrand, ben, on n'a pas eu de moins 20 depuis 2004, mais il va revenir peut-être l'année prochaine. Donc depuis 2004, tout le monde me dit pas de souci sur les oliviers, mais il va regeler. Une année, on va reprendre du moins 20. Donc c'est comprendre son climat, observer et aller chercher déjà du costaud. Je pense que c'est une première réponse. Pour le moment, nous, on se contente de ça. Parce qu'on ne peut pas tout faire, parce qu'on aurait besoin d'énormes programmes de recherche. Les forestiers, les chercheurs travaillent dessus, mais surtout, on n'accepte plus du tout venant. Et aujourd'hui, quand vous achetez dans une pépinière du tilleul, vous ne savez pas d'où il vient. Vous ne savez pas quelles ont été ces techniques de pépinière. Vous ne savez pas d'où il vient. Et ça, c'est une question. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, il y a des tilleuls qui vont très bien marcher, d'autres pas du tout. Dans nos plants tout venant, on avait des noisetiers qui marchaient super bien, puis dès qu'ils mouraient au bout de 5 ans. Donc déjà, on se pose la question. Après, on aura toujours l'occasion de tester, de prendre les résultats de la recherche. À partir du moment qu'on trace, ça fonctionne. Je ne sais pas si Frédéric, tu veux aussi compléter. C'est un stress permanent des forestiers, parce que nous, notre pas de temps, il est long, quoi. L'agriculteur, il change de pratique, c'est des cycles d'1 an. Nous, c'est des pas de temps de 200 ans, quoi. Et donc, c'est assez stressant. Et puis, l'autre réponse, 15 espèces minimum dans les haies. Hein. Donc, diversité, on verra bien qui survivra, mais certains survivront. On commence à avoir des outils là, avec Clinaissance qui permet de modéliser une partie du climat, mais surtout de comparer les essences en fonction des climats modélisés. Et puis après d'avoir sur le projet Caravane une liste d'essences avec des critères et des facteurs en fonction de la sensibilité au gel, en fonction de sa réaction juvénile, enfin pas mal de données, ce sont des données bibliographiques de la recherche, et qui sont mises à disposition du public. Donc en forêt ça marche et c'est en cours dans les projets d'études comme le RMP à force agroforesterie, où on va essayer d'avoir un outil à peu près similaire à celui du forestier. Les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes, mais quand même on va essayer de trouver des sens adaptés.
On n'avance pas à pas. Par contre, c'est sûr qu'il n'y a pas de doctrine, quoi. C'est même dans végétal local, c'est une doctrine du local, mais dans la doctrine du local, on peut faire beaucoup mieux. C'est pour ça que je dis qu'on sélectionne déjà des zones difficiles. Les techniques pépinières sont à revoir intégralement, hein. On n'éduque pas des jeunes arbres qui vont devoir résister à un climat très dur dans des godets avec de l'eau et de l'engrais. On les met tout de suite en conditions plein vent, plein soleil, des conditions difficiles dans de la pleine terre, et on les arrose pas trop en première année. L'éducation du jeune âge, c'est à revoir complètement. Le modèle pépinière, c'est un modèle godet ou un modèle de hors-sol, quasiment de hors-sol en pleine terre, bourré de flotte. Là, vous ne mettez pas des arbres en condition de comprendre que ça va être dur toute leur vie. Alors que dès qu'on les éduque, dès les 2 premières années, c'est des solutions. Donc on a à tester tout plein de trucs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément de doctrine. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrête de faire du tout venant et des plants qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est la première étape. Donc végétal local, ça nous permet au moins ça. Très intéressant. Pour résumer, en fait, par rapport à la question, donc c'est intéressant de voir finalement que sur le nombre, l'individu, il y a un individu qui va se révéler et qui va résister en fait finalement au changement climatique. On peut peut-être prendre une dernière question encore là, sur le sujet. Juste pour terminer, nous on dit tout le temps que c'est le petit chêne rabougri qu'on aura récolté et qui est tout moche dans la planche, mais qu'on doit planter avec végétal local, qui résistera peut-être à 2100, alors que le beau d'aujourd'hui, il n'aura peut-être pas résisté. Et donc voilà, c'est aussi cette notion de diversité génétique qui est extrêmement importante. Une question encore ? Et dans ce cas-là, là, il y a vraiment encore un potentiel énorme à découvrir sur la mycorhisation, le type de mycorhisation des arbres et leur capacité de résister à la sécheresse grâce à cette mycorhisation. Donc là, il y a vraiment un volet énorme de connaissances à développer. Par rapport au bord de route, la sécurité routière ne va pas poser des problèmes? Ah si, c'est systématiquement une discussion. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il ne faudra jamais d'arbres. Il y a des endroits où il ne faudra que de la haie. Et juste un exemple, une haie taillée au carré, ça fait glissière de sécurité. C'est-à-dire que la voiture rentre dedans, mais ça la renvoie un peu sur la route. Donc ça fait un peu effet glissière. L'arbre, ça l'arrête net. Donc en fait, il y a aussi à réutiliser l'arbre. Au nord d'une route, ça prend de la chaleur et ça la renvoie sur la route. Donc ça évite le verglas. Au sud d'une route, ça fait de l'ombre toute la journée et ça fait du verglas. Du coup, c'est plus comprendre, réanalyser et accepter l'arbre. Parce que souvent, c'est assez dogmatique. C'est on aime ou on n'aime pas. C'est-à-dire on n'en veut pas parce que pour des questions de sécurité, de voirie routière, etc. Donc c'est plus essayer de la comprendre et l'utiliser à bon escient. Voilà, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, changer d'outil parfois, tester des nouveaux outils. La question de l'élagage des arbres, du vieillissement sera toujours un problème. En bord de route, on ne peut pas se permettre d'avoir des branches qui tombent tous les 4 matins parce que l'arbre est âgé. Donc il y aura un renouvellement assez rapide à avoir. Mais certains départements partent aussi du principe, en tout cas ceux qu'on accompagne, de dire aussi le 50 degrés, ils l'ont pris aussi parce que les routes sont montées à 50 degrés et continuent à faire du moins 20. Et que les deltas sur les goudrons sont assez compliqués à gérer. Et quelque part, si on arrive à rabaisser un peu la température globale avec des arbres, c'est aussi pas inintéressant par rapport à une durabilité du goudron. Donc c'est des réflexions assez complètes qui se mettent en place, mais qui sont vraiment très intéressantes. Et effectivement, sans dogme. Vous arrivez sur un carrefour, on supprime les arbres. Sinon, le tracteur avec sa fourche, il est dangereux, quoi. Donc il y a à contrôler ça. Mais c'est partir du terrain, observer beaucoup de choses, comprendre que l'arbre draine aussi tous les abords d'une route. Et le drainage, c'est la durabilité de la route. Hein. Donc il y a plein d'aspects qu'on regarde. Et puis, voilà, il y a des formes. La taille au carré est intéressante, comme l'arbre est intéressant, comme pas taille au carré est intéressant aussi. Donc c'est une réflexion globale. Donc le platane peut être un arbre tétard, par exemple. Oui. Si on prend l'exemple entre Romans et Saint-Paul-les-Romans, une haie une rangée de platanes, en circulant sur cette route, on voit bien sur les cultures l'effet négatif des platanes. Ça va à 30 ou 40 mètres. Il y a une concurrence forte, oui. Il y a peu de pousses. L'effet haie ne sera pas le même. Une haie, par rapport à l'effet brise-vent, est plus efficace qu'un alignement d'arbres. Hein. Ouais. Et puis le platane est un système racinaire hyper concurrentiel. Hein. Ce n'est pas un arbre qu'on utilise en agroforesterie. Hein. On utilise des systèmes racinaires plus plongeants. Hein. Mais le platane, l'alignement d'arbres est assez concurrentiel. La haie, elle est aussi concurrentielle. Mais comme elle a un effet brise-vent sur 15 fois sa hauteur, elle a un effet dépressif. Vous avez dit 30 à 40 mètres sur le platane. Je vous félicite, c'est 2 fois la hauteur. Ils vont faire 20 mètres, 40 mètres d'impact. Une haie fait un impact sur 2 fois sa hauteur, perte de rendement jusqu'à 70%.
Par contre, protection sur ensuite 12 à 17 fois la hauteur. Et c'est là qu'on est bon. C'est-à-dire c'est là qu'on augmente le rendement globalement de la parcelle. C'est-à-dire que la perte au ras de la haie est largement compensée par l'effet brise-vent derrière. Et ça, c'est pas intuitif, parce que ce qui est intuitif, c'est la perte. Elle est visible. Quand il faut voir la haie brise-vent 150 mètres plus loin, l'effet à 150 mètres, personne ne pense à l'effet brise-vent de la haie qui est si loin là-bas. Donc ça, c'est pédagogiquement parlant, à expliquer et à expérimenter. On a un site qu'on adore dans ce département, c'est la plateforme TAB de la Chambre d'agriculture de la Drôme à Étoile-sur-Rhône. C'est génial. Vous avez des 15 mètres de haut, des parcelles de 5 hectares. Il y a tout le temps du vent. Vous êtes avec votre groupe d'agriculteurs, on y va. Et puis on se recule et on voit les feuilles des pêchers reprendre le vent au fur et à mesure. C'est vraiment un endroit vraiment pour tester, expérimenter cet effet brisement qui est extraordinaire. Voilà, typiquement. Demain, je plante une haie. Combien de temps je vais mettre pour avoir un rendement, avoir un intérêt À Codif. Ça dépend si vous êtes dans les graviers juste à côté, là, ou si vous êtes dans des bonnes terres, ou si vous pouvez irriguer ou pas irriguer. Globalement, les haies poussent assez vite si on fait du bon travail, qu'on a choisi les bonnes essences, à part dans les zones vraiment de sable et de gravier où il faudra de toute façon aider avec de l'eau au début. Hein. Mais globalement, nous on dit qu'au bout de 10 ans, on est très content. On est large, ça a au moins dépassé. Dans les pires des cas, ça vous a dépassé au bout de 10 ans. Et dans les meilleurs des cas, ça fait déjà 10 mètres de haut. Donc mais ça dépend tellement de conditions soit méditerranéennes assez strictes, sans eau, et la possibilité de mettre un petit peu d'eau d'irrigation ou d'en bénéficier indirectement des cultures d'à côté. Et pourtant, on est parti de tout petit plan.